Salut YouTube, c'est Darix, donc pour la deuxième partie de notre thème OPEX. Donc là aujourd'hui on va parler de la mission de technicien et de combattant dans le cadre de l'OPEX, tout en abordant aussi le sujet du rapport aux locaux. Alors c'est pas des sujets enchevêtrés, c'est d'abord on va parler technique, combat, et ensuite on va parler rapport aux locaux, hein. C'est deux sujets complètement distincts qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de deux vidéos complètement différentes, contrairement au sujet 1 et au sujet suivant. Mais bon, il fallait bien que je le casse quelque part, c'est quand même une question qui revient souvent, le rapport aux locaux. Donc avant de commencer, hein, moi simplement j'ai été affecté à la mission Sangaris en tant qu'informaticien de niveau 1, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc en gros, hein, c'est le support utilisateur de base. C'était censé aller changer les PC, les réparer, les préparer pour qu'ils soient utilisables et ainsi de suite. Sauf que dans les faits, il y a une grosse disparité entre l'information qui est fournie et la réalité du terrain. L'armée de terre et l'armée de l'air, hein, puisqu'on faisait aussi l'armée de l'air en même temps, c'est des applications toutes différentes, des procédures paumées aux quatre coins, une flotte de PC complètement hétérogène et bordélique avec des drivers différents, des manières de les configurer différentes, des GPO qui ne passent pas toujours d'un PC à l'autre, hein. On a eu des problèmes mémorables, genre des cartes réseau qui perdaient leur adresse MAC quand on les insérait dans le domaine, enfin bon, des histoires à n'en plus finir, il fallait les rajouter l'adresse MAC dans Regedit pour que ça fonctionne. Bon bref, donc si la formation de base en fait était complètement insuffisante pour parer aux impératifs techniques de la mission, donc ça va résumer un peu toute la mission, parce que techniquement ça va être un combat permanent, sachant que là-bas tu as un internet qui est quasi inexistant, hein. T'es sur une clé 3G Orange qui a 46 KO de montant, et 100, 200, 300 de descendants, enfin bref, donc pour ouvrir une page, si tu trouves pas de solution, qu'il n'y a pas de procédure, ben t'es baisé. Donc beaucoup de débrouille aussi, alors c'est très formateur, hein, certes, mais c'est une source de tension assez inépuisable qui a quand même nuit à l'image de la mission et à son déroulé et puis à son ambiance aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect très technique. Moi ce qui m'intéresse c'est plus le lien entre technique et combattant. Donc comme je disais en début de vidéo, il y a une vision très binaire en fait je sais pas si je l'ai dit dans cette version là, parce que ça fait 4 fois que je fais la prise, mais en tout cas il y a une vision très binaire chez le néophyte de ce que c'est l'armée. Il y a vraiment cette idée que d'un côté il y a l'infanterie, puis après il y a toute l'arrière. Tout le reste c'est tout l'arrière, ils font rien, ils sont dans un camp en sécurité. Sauf que justement moi dans le cadre de ma mission à Sangaris, je n'ai pas eu l'occasion de ne pas être sur le terrain en fait. Alors c'est très mal formulé dit comme ça, mais pour la faire courte, hein, il faut imaginer un technicien orange qui se déplace en ville, qui va de maison en maison installer des box, réparer des box et ainsi de suite, hein, ou un technicien informatique standard qui va changer des pièces d'un PC, etc. Ben, c'est exactement la même chose, mais dans un pays en guerre. Donc sur un mois de mission, j'ai passé 15 jours d'intervention en extérieur à me déplacer d'un point A à un point B, parfois très très loin, pour aller réparer un poste, installer une baie serveur, faire un audit de câblage RJ45 parce qu'il y avait un problème de conformité du réseau, enfin tout ce que vous pouvez faire dans le civil, vous le transposez dans un pays en guerre et puis vous faites les déplacements, donc en tenue de combat, prêt à vous battre, mais vous êtes informaticien. Et cette idée-là, elle s'applique à tout. Votre, euh, votre cuistot, par exemple, on va lui dire, bah écoute, on a une mission de cérémonie à effectuer avec présence des officiels locaux plus le commandement. Il faut que tu ailles préparer la bouffe sur place. Donc tu prends ta popote, tu vas sur site, donc tu fais un convoi en tant que soldat. Tu arrives sur site, tu fais ta mission de cuisinier, tu rembarques et tu refais ta mission de soldat mais en convoi et tu retournes au site de départ. Et vous pouvez l'appliquer à toutes les spécialités. J'ai des collègues qui ont fait des interventions en hélicoptère de combat, où ils ont été pris, enfin pardon, de combat de transport, qui ont été pris et déposés sur un site isolé pour faire une réparation et repartir. Donc il suffit pas d'être spécialiste du combat infanterie à héliporté pour se retrouver à être héliporté justement. Il suffit d'avoir la mission qui correspond. Et par exemple, il m'est aussi arrivé de faire des missions de patrouille pure infanterie en VBL, parce qu'il y avait un effectif à combler à un moment et que j'étais disponible pour le faire. Donc je me suis retrouvé à avoir le plaisir de me balader à l'arrière d'un VBL pendant 6 heures d'affilée non-stop et de voir un peu ce que c'était que le quotidien du soldat, du combattant pur. Donc il y a une très grosse porosité, hein, entre la mission du technicien et la mission du soldat, hein. C'est très enchevêtré. Et donc au final, on peut vraiment dire que un soldat, c'est un spécialiste du combat. Pardon, un mec de l'infanterie, c'est un spécialiste du combat qui va, par exemple, savoir déloger un ennemi dans un bâtiment, fournir un appui, etc., etc. Et un technicien, ça reste un combattant, et c'est d'ailleurs premièrement un combattant, puis après un technicien. Et là, je m'adresse surtout aux jeunes qui veulent s'engager et qui suivent la chaîne. Ne vous y trompez pas,
c'est toujours question de la mission. Tu peux très bien être justement comme moi affecté à l'informatique et te retrouver à beaucoup bouger, faire des choses, voir du pays, ainsi de suite. Alors qu'à l'inverse, t'as des mecs de l'infanterie qui sont affectés à une mission où ils doivent tenir un poste isolé en avance pour sécuriser une route de commerce, et où ils ont fait que ça pendant 4 mois parce que voilà, ils se sont fait baiser. Donc il faut toujours bien relativiser, bien appréhender, et le point clé, c'est pas pour faire la morale, mais c'est d'être sur les bonnes missions au bon moment, quoi. Donc ça, après, ça dépendra rarement de vous aussi, hein, ça va dépendre de votre régiment qui va être choisi pour partir, et ainsi de suite. Mais je dis pas que l'infanterie c'est moins OP, bien entendu que non, c'est exactement l'inverse. Mais on peut aussi relativiser le fait de la prise de risque, parce que pour donner un exemple à la con, moi j'ai été déployé sur une mission sur un site qui s'appelle PK12, qui est un site qui pue quand même pas mal la merde, puisqu'il y avait une cérémonie qui devait avoir lieu. Donc on nous a affecté la mission de déployer une sono. Voilà, tout simplement, d'aller déployer une sono avec un micro pour qu'il y ait un discours qui s'y tienne. Donc on a été escorté par l'infanterie pour y aller. L'infanterie était en VBCI, nous on était en P4. La P4 c'est une Jeep avec des bâches. Donc vous imaginez bien que en cas de contact avec un ennemi ou d'embuscade, le mec qui est derrière un blindage il est bien, celui qui est derrière une bâche il est pas bien. Donc il faut aussi relativiser la prise de risque. Le risque il est toujours présent, surtout dans un cadre de guérilla où il y a un ennemi, où il n'y a pas de ligne de front établie. Alors certes en combat conventionnel c'est l'infanterie qui prend tout dans la gueule, mais comme dans une mission comme en Afghanistan par exemple, pour ne citer que ça, si l'IED peut très bien être à l'arrière des lignes comme à l'avant, donc on est tous exposés au danger de la même façon. Bon là en l'occurrence, me concernant et pendant mon déploiement, qu'on soit quand même clair, la situation était relativement stable. Donc à part un convoi en mars qui s'est pris une grenade sur la gueule et quelques échauffourées extrêmement sporadiques, il s'est pas passé grand chose et j'ai pas vu grand chose non plus d'extraordinaire, à part quelques exactions mais qui n'étaient pas relatifs à la mission en elle-même, des exactions inter-villages, des mecs qui se mettaient des coups de machette dans la bouche pour des histoires de vaches et de chèvres, enfin j'en passais des meilleurs, bref. Donc voilà, ça, je pense que ça a bien résumé le déroulé de la mission au final, hein. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, bien entendu, vous vous doutez pourquoi. Et donc ça va me permettre surtout moi de basculer sur mon rapport à la population, qui va être le gros de la vidéo, et qui va pas plaire à beaucoup de monde d'ailleurs, parce que c'est très très contre-intuitif comme sujet. Alors pour la faire très simple, hein, en gros, on a tendance à s'imaginer que dans la mission humanitaire, c'est un peu la gentille mission qui vient sauver les gens et ainsi de suite. Et dans les faits, moi j'ai découvert là-bas que c'était absolument pas le cas. En fait, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément quand on voit comment la manière dont se vendent l'action humanitaire, c'est que il y a très rapidement un problème qui va s'installer dans un pays qui est en relance complète, parce que là on repart de zéro, hein, vu l'état dans lequel le pays se trouvait. Merci les motos, au revoir. Donc on se retrouve, on repart de zéro puisque il n'y a plus d'économie. Donc tous les petits exploitants qui produisent l'alimentaire de base doivent se reconstruire, doivent relancer leur production et ainsi de suite. Or, quand on injecte de la nourriture gratuite, puisque c'est de l'aide humanitaire, on met en concurrence le petit producteur qui vend sa bouffe pour créer de l'emploi et gagner sa vie, puis pouvoir en produire plus et ainsi de suite, donc pour relancer l'économie, on le met en concurrence avec une nourriture qui est gratuite. Donc là, ça c'est un premier problème. Donc il y a un dosage à faire entre le moment où on fournit de l'aide gratuitement et le moment où on laisse l'économie reprendre le relais et se relancer. Et forcément, il y a un moment où la transition de l'un à l'autre est un peu compliquée, mais il faut qu'elle se fasse. Sinon, sur le moyen terme, c'est une catastrophe, et on reste dans un cercle vicieux où chaque fois que l'aide humanitaire intervient, elle plombe l'économie locale qui n'arrive pas à se relancer, et ainsi de suite. Et dans une plus grande mesure, c'est qu'il y a souvent cette aide humanitaire qui peut être récupérée par des bandes organisées, qui vont la revendre, la réinjecter sur le marché parallèle, et qui vont donc, via le marché noir, capter de l'argent et des ressources, et ne pas les réinjecter dans l'économie réelle. Donc ça pose encore un autre souci. Et moi j'ai eu un très bon exemple de ça quand j'étais en mission, parce que par exemple une fois on a fait un convoi, on a bien expliqué à tout le monde qu'il ne fallait pas, pendant la pause du midi, parce que le convoi a duré 8 heures, il ne fallait pas laisser de nourriture sur place. Vous avez bien entendu une bande d'humanistes plein de bonnes idées pour le reste de l'humanité qui ont fait des sacs poubelles qu'ils ont remplis de nourriture qu'ils ne consommaient pas, qui l'ont donné à la population. Le convoi n'était pas reparti, que déjà tous les enfants, les femmes, toutes les personnes vulnérables se sont fait exploser la gueule par un groupe de jeunes hommes qui sont venus, qui ont pris la bouffe et qui l'ont chargé dans des camions puis qui sont partis avec.
et on était même pas, enfin on était en train de partir quoi. Donc les mecs en avaient rien à foutre. Donc ça veut aussi dire qu'il y avait des mecs qui quand même surveillaient le mouvement du convoi pour établir qu'on allait passer, etc., etc. Donc au final, les gens qui ont laissé de la nourriture sur place, ils n'ont pas aidé ceux qu'ils pensaient aider, et puis surtout ils vont faire de la concurrence à l'économie locale indirectement, puisqu'ils vont alimenter le marché parallèle. Donc n'est pas bienveillant celui qui croit, hein, en l'occurrence, et c'est là où c'était un peu plus personnel comme ressenti, mais moi psychologiquement c'est quelque chose qui m'a éreinté. J'ai pas d'autre mot, ça m'a éreinté, parce que quand tu as un gamin qui vient te voir à ton poste de garde, à qui il manque un bras ou une jambe, en pleurant, qui te demande de la bouffe, tu as envie de lui donner, tu as envie de lui donner tout l'argent du monde. Le problème, c'est que tu sais très bien que derrière la butte, 100 mètres plus loin, il y a deux jeunes en pleine forme qui l'attendent, qui vont lui éclater la gueule pour récupérer tout ce que tu lui as filé. Et ça, c'est un fait, ça, c'est un fait établi. Moi, j'ai une collègue qui m'avait raconté une fois qu'elle a vu qui avait appelé le I parce qu'elle a vu des gamins en choper un autre et il lui mettait des coups de poing dans le ventre pour le faire vomir, pour récupérer ce qu'il avait mangé. Parce qu'elle lui a donné des gâteaux, il les a mangés tout de suite en se disant bon, bah, comme ça au moins c'est stocké, on peut pas les récupérer. Et dans les faits, les mecs sont allés les récupérer juste là. Après, la vérité de l'histoire, ça je l'ai pas vérifié. Moi j'étais au poste 27 à l'exact opposé, mais ça fait partie des nombreuses histoires qui tournent autour du camp. Donc c'est extrêmement compliqué de refuser de satisfaire son empathie parce que tu sais qu'en fait à long terme c'est n'importe c'est pas vraiment bien. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est extrêmement contre-intuitif, hein, donc comme je disais au début de la vidéo, de se dire bon je vais être méchant, je vais être ferme, je vais dire non. Mais en fait, cette personne ne sait pas, mais ça reviendrait au même que je lui donne ou pas. Il vaut mieux pour elle que je ne lui donne pas, et ça sera bénéfique à moyen terme. Et ce sujet-là, forcément, ça amène des débats extrêmement confus parce que tu as des gens qui se présentent comme des bienfaiteurs pleins de bonnes intentions, qui vont se prendre en photo à côté du petit Africain en lui donnant une ration de combat, puis qui vont aller la mettre sur Facebook. Ce qu'ils oublient de dire derrière, c'est que le petit Africain en question, bon ben, en fait, il avait un Mac qui l'attendait, qui a récupéré la bouffe, qui lui a mis de tarte, qui allait vendre la ration, puis l'autre, il a le droit d'aller se faire enculer. C'est il n'en parle pas. Mais après, tu ne peux pas juger ce comportement parce que si tu veux, tu as trois options. Soit effectivement, tu te donnes bonne conscience pour t'alléger l'esprit en donnant, et etc. Et donc du coup, tu te sens bien parce que tu te dis voilà, j'ai aidé mon prochain et donc tout va bien. Soit tu respectes les consignes comme moi, tu es stoïque, mais il faut que tu acceptes que ton empathie te dévore, et en l'occurrence, moi je suis pas très doué à ce jeu-là. Soit tu as aussi des collègues à moi qui avaient une technique qui était un peu différente, c'est que tu es cynique vis-à-vis de ça. Et ce cynique, il s'exprime par exemple, ben, un gamin te demande des gâteaux, bah, tu lui jettes à la gueule. Comme ça, tu lui donnes sans lui donner. C'est-à-dire qu'il se le prend dans la tronche, il se bagarre pour l'avoir. Tu as donné, mais en même temps, tu l'as pas fait. Donc tu es neutre de conscience à ce niveau-là. Ça fait partie des protections, des mécaniques de protection que certains avaient. Donc voilà, c'est très très dur comme tu es tout le temps soumis à la demande en permanence. Et ben, tu as du mal à ne pas dire oui au bout d'un moment. Et moi, par exemple, il m'est arrivé deux choses qui sont passées dans le camp. Donc si vous voulez, dans le camp, il y a des Africains, donc des Centrafricains, qui travaillent pour l'armée française, qui sont payés par l'armée française, qui travaillent par exemple, qui font les espaces verts, qui nettoient le camp, alors il y en a qui sont payés pour surveiller les mecs qui font ça, et puis il y en a qui font la bouffe aussi. Voilà, c'est des locaux qui font la bouffe. Ça fait partie des petits trucs qu'on fait pour essayer de relancer l'économie. On leur donne un salaire comme en France, à eux, pour qu'ils réinjectent. Et que ça, c'est bon, c'est extrêmement mineur comme action. Mais parce que déjà donner de l'argent, c'est plus concret que donner de la bouffe. Parce que l'argent, si le mec arrive à s'en servir, il le réinjecte dans l'économie. Mais après, bon, ça, on peut parler d'inflation et ainsi de suite. Après, je suis pas économiste, mais bref. Donc du coup, les mecs, ils viennent te parler. Bon, moi j'étais à mon poste de garde, il y a un des mecs de la sécurité, donc un centrafricain qui surveillait les mecs de l'espace vert, qui vient me voir et qui m'a demandé de la thune pendant une demi-heure. Toi, t'es en mission de surveillance, donc t'es obligé de lui dire non. Puis forcément, on s'est pris la tête, on s'est hurlé dessus, quoi. Donc enfin, c'est compliqué, tu vois, au moment de pas commencer à être un peu en colère vis-à-vis de ça aussi. Donc t'as une foule d'émotions qui te submergent et comme tu es en plus déchiré parce que tu sais que intérieurement tu es impuissant face à ce qui se passe et que ton action elle est uniquement dictée par des politiques qui eux se foutent pas mal des conséquences de ce que tu fais, qui savent que ça sert à rien et qui sont plus dans la démonstration de leur action pour leurs prochaines élections, ben tu sais très bien que 4 ans après ça va recommencer. Et la preuve en est que 4 ans après, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça a recommencé. Et donc tu vois, c'est une couche en plus émotionnelle à encaisser. C'est-à-dire que
tu ne peux pas donner parce que tu sais que c'est mauvais, mais ton empathie te ronge. Et en plus, tu sais que tu es impuissant. Tu sais que tu es inutile dans cette action. Tu sais quelque part, tu es hypocrite en fait d'être là. Que moi j'avais un feeling parfois, c'était ma seule envie, c'était de prendre mon uniforme et puis de le jeter et de me casser, prendre la porte du paf et puis me tirer et dire bah, de toute façon on sert à rien, on est là pour décorer. Et c'est d'autant plus frustrant que, alors je vais faire un petit parallèle un peu bizarre, mais on a l'expérience de ça, on a l'expérience de l'Afghanistan. En Afghanistan, ce qu'on a appris comme leçon, c'est que c'est bien de péter la gueule aux talibans, mais il faut qu'il y ait les infrastructures qui permettent que les talibans ne reviennent pas. Et comment on fait ça? Eh ben, il faut créer un terreau économique, social et compagnie qui soit favorable au non-retour des talibans. Alors, en créant de la culture, en éduquant les jeunes, en leur donnant un travail, et ainsi de suite. Comme on a mis 10 ans à le faire en Afghanistan, bah, ça a servi à rien, mais on a retenu la leçon. Au Mali, en Centrafrique, on n'a pas appliqué ça. Au Mali, en Centrafrique, on est allé, on a viré les méchants, on a attendu, ils sont revenus, parce qu'il y avait toujours le même trou à boucher pour eux, et ils sont revenus le boucher. Donc encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, l'impuissance. Donc tu te retrouves dans une posture psychologique qui est bah, intenable, parce que tu te dis que bah, t'es un peu un traître à l'humanité, quoi. Et tu dois porter ça, alors soit tu fais abstraction puis tu t'en bats les couilles, soit quand tu réfléchis un peu, tu dois porter ça, et tu as honte. Et c'est dur de pas penser au visage que tu as pu croiser là-bas, et de te dire, bon bah peut-être qu'aujourd'hui ce mec-là, là, que j'ai croisé, bah, il s'est fait buter, il y a 6 mois, il y a 4 mois, et ainsi de suite. Donc, et de l'autre côté, t'as des mecs comme Macron qui font des discours. Oula, bref, je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura mis de bonne humeur, cette petite histoire. Ce qu'il faut retenir, donc, les deux points de la vidéo, hein, c'est qu'un soldat, c'est un soldat point barre. Donc, ne vous enflammez pas trop dans les concours. Je vois certains sur Discord qui répètent en boucle, je suis dans tel régiment, moi je veux aller là, etc. C'est les meilleurs. C'est plus compliqué que ça. Et encore une fois, la question du mérite et du courage, elle se pose proportionnellement à la préparation qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que qui est le plus courageux, d'après vous? Un mec qui est pas formé à se battre mais qui se bat quand même, ou un mec qui est formé à se battre et qui restitue sa formation? Pour la faire plus simple, hein, imaginez, est-ce que c'est facile d'être courageux quand tu fais 2 mètres et que tu fais 110 kilos de muscles? Et est-ce que c'est facile d'être courageux quand tu fais 1m50 et que, que tu pèses 40 kilos? Et forcément, le mérite du courage va à celui qui part du plus bas et pas à celui qui part du plus haut. Donc, il faut être humble, hein. Je parle à ceux qui veulent s'engager, là encore une fois, hein, quand vous soyez humble vis-à-vis de ce que vous allez faire, c'est extrêmement important. Ceux qui ne sont pas humbles sont généralement de mauvais soldats. Et alors après, il ne faut pas confondre être humble et demander de la reconnaissance, hein, c'est deux choses différentes, mais je tiens à insister là-dessus, soyez humble vis-à-vis de votre engagement futur, parce qu'il y a des moments, il y a des tartes qui se perdent, de ce que j'ai déjà pu lire dans certains commentaires, certains échanges sur Discord. Après, bon, c'est normal d'être jeune et un peu incisif là-dessus, d'avoir envie de se valoriser, c'est tout à fait normal, mais si on veut devenir un adulte et un bon soldat, c'est important d'être humble. Puis ça vous servira par la suite. Ensuite, et pour terminer, donc oui, le deuxième point, donc le rapport aux locaux, hein, donc bah, préparez le Prozac, ou blindez-vous l'esprit. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des collègues qui l'ont bien vécu, je sais qu'il y en a qui l'ont très mal vécu, moi c'est un peu entre deux parfois, ça dépend des périodes. Toujours déchirant de regarder la télé encore une fois et puis de voir que ça empire, bref, c'est la vie. Je me donne 2 à 3 semaines pour faire la suite. Hein, vous me connaissez, hein, je fais ça quand j'ai envie et quand je peux. Toujours mon petit problème de déménagement. Et je rappelle que le Discord, c'est un hospice, c'est pas un lieu de débat politique ou philosophique. Donc respectez le caractère neutre de celui-ci, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire de la modération. Je ne condamne la pensée de personne, vous pensez tout ce que vous voulez, je m'en fous, mais respectez le caractère neutre du Discord, c'est hyper important pour moi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière partie de ce thème de l'OPEX.